Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis quelques années, l'Afrique a cessé d'être le précaré des anciennes puissances coloniales et l'influence de la France connaît une baisse drastique. Il faut dire que l'ambiguïté des relations que la France a entretenues avec ses anciennes colonies, souvent polémiques et entachées de scandales, la place aujourd'hui dans une position délicate où toutes ses actions sont systématiquement contestées. Une situation qui aura probablement contribué à la dégradation de son image chez certains Africains. Mais qu'est-ce qui peut réellement expliquer cette perte d'influence de la France en Afrique? Suivons maintenant la réponse à cette problématique par nos analystes, qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette autre édition Ligne Rouge qui se consacre ce matin à la perte d'influence de la France sur le continent africain. Un constat qui est donc fait par plusieurs études et notamment plusieurs sondages menés donc par des instituts qui voudraient en savoir davantage sur les relations entre l'Afrique et la France, quand on sait que récemment, du moins le président français Emmanuel Macron, dans un entretien accordé à une presse étrangère, a laissé entendre qu'il devrait tout simplement exister entre l'Afrique et la France une véritable histoire d'amour. Une histoire d'amour qui, ma foi, sur le terrain n'est pas représentée, parce qu'au regard effectivement des différents sondages menés, la France est totalement en perte d'influence sur le continent africain. Nous en parlons donc ce matin avec vous, chers téléspectateurs, une fois que le standard sera ouvert, mais également sur ce plateau avec Patient Parfendom qui est avec nous. Bonjour. Bonjour princesse Linda Deli, bonjour à toute la galaxie Afrique Média, à nos nombreux à nos valeureux techniciens qui ne cessent de faire un boulot formidable pour continuer de donner à notre chaîne Afrique Média, n'est-ce pas, la clarté, mais surtout la puissance qu'elle a aujourd'hui. Elle ne cesse de monter en puissance. C'est quelque chose de fantastique dans l'univers médiatique africain et j'allais même dire mondial. Merci beaucoup. Permettez-moi, avec votre permission, j'allais dire, d'adresser mes sincères condoléances à toute la grande famille UPCiste, à la famille de M. Nguli Masaga, qui va être porté à sa dernière demeure aujourd'hui du côté de l'Ododof au niveau du Cameroun. Nguli Masaga, on n'en parle pas assez. C'est un militant panafricain, militant politique qui a beaucoup œuvré pour, n'est-ce pas, justement, réveiller la conscience des jeunes Africains dans ce noble combat pour nous sortir des griffes de la France. Il a été expulsé à Paris, je crois, en 1960, après avoir fait une grande marche après l'assassinat de Patrice Lumumba. Ils étaient trois, lui, Nguli Masaga, Michel Ndor et leur camarade Tchapchet. Il a été l'un des conseillers de Kwame Nkrumah, l'un des conseillers de Sékou Touré, et l'ami de combat et de lutte de Agostino Neto. Vous voyez, donc c'est une carte de visite de très haut vol. Malheureusement, au niveau du Cameroun, malgré ses déboires politiques, Masaga est pratiquement mort dans l'anonymat. L'État du Cameroun, surtout ceux qui se réclament de sa famille politique légale, n'ont pas mis, n'est-ce pas, les choses à la hauteur qu'il fallait pour rendre à Nguli Masaga quand même l'hommage qu'il aurait dû mériter d'un grand homme qui s'est battu pour l'éveil des consciences africaines, qui s'est battu pour un panafricanisme militant, mais surtout qui s'est battu pour la libération de son pays, le Cameroun. Au camarade Kissamba, au camarade Gama, je dis avec moi toutes les petites voix de la jeunesse africaine, va en paix, grand combattant. Je pense que ton combat ne sera pas vain, parce que d'autres nouvelles générations vont reprendre la flamme de ce combat pour enfin libérer l'Afrique de toute cette domination, toute cette politique d'assujettissement qui continue de maintenir, n'est-ce pas, la périphérie du développement, la périphérie de ce que eux-mêmes considèrent être la civilisation. Mais nous avons foi avec beaucoup de fermeté que, avec cette nouvelle génération montante, vous voyez déjà les titres vocateurs de cette France qui
s'inquiète de sa perte d'autorité, j'allais dire d'influence au niveau de l'Afrique, en sourdine, en sous-main, petit travail de fourmi en train d'être fait, pas un petit, un grand travail de fourmi en train d'être fait, et je peux vous dire que d'horizons nouveaux vont dans bientôt éclairer complètement toute l'Afrique et donner à l'Afrique la splendeur dont elle a besoin, dont nous avons besoin, dont tous les Panafricains ont besoin pour qu'elle puisse rayonner sur le monde. Merci à vous, patient parfait d'homme, pour cette présence sur ce plateau. Et comme vous le disiez tout à l'heure, toutes nos condoléances aux UPCistes ce matin. Et donc, Ligne Rouge qui s'intéresse à cette perte d'influence de la France sur le continent africain. On va le dire, c'est un secret dorénavant de Polichinelle. Et déjà, le président Emmanuel Macron, lors de sa tournée en 2019, cette tournée africaine, il a relevé déjà ce sentiment anti-français, et il avait décidé justement de tout faire pour redorer bien sûr l'image de la France auprès justement des pays africains. Mais on se rend compte que des mois plus tard, le sentiment persiste, et beaucoup plus au niveau de la classe jeune. Évidemment, vous savez, nous sommes à une époque qui est ouverte. Nous sommes dans une époque qu'eux-mêmes ont caractérisé comme l'époque de la mondialisation, l'époque des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc nous sommes dans un espace ouvert. Il suffit qu'à une fraction de seconde qu'un tsunami se produise au niveau des côtes indonésiennes, qu'à la même fraction de seconde pratiquement dans une ville africaine, que les gens aient des informations, des images en temps réel. Donc le monde n'est plus ce qu'il était avant. Le monde a beaucoup évolué, mais surtout la jeunesse africaine a quand même s'est bonifiée, elle allait à l'école, la plupart du temps elle est même allée dans les mêmes instituts que ceux qui dirigent le monde dit libre, le monde développé aujourd'hui. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses, mais surtout ils se sont rendus compte de quelque chose qu'ils ne parviennent pas à accepter, surtout dans le précaré français, qu'en réalité, après avoir aidé la France à chasser la peste brune qui est le nazisme de leur territoire, la France en retour et en récompense leur a plutôt appliqué les mêmes méthodes que les nazistes appliquaient au niveau de cette France qui a été défaite. C'est au niveau de l'Afrique, principalement du Cameroun, que le général de Gaulle a enfin eu le souffle. D'abord, il a dit enfin notre honneur est sauf. N'est-ce pas, notre dignité est restaurée grâce à la participation, grâce à l'appui, j'allais dire essentiel de l'Afrique dans la reconquête, n'est-ce pas, de cette touche que nous avons perdue. Donc, en réalité, les Africains ne comprennent pas que leurs parents se sont sacrifiés. Des milliers et des milliers de morts. On nous parle déjà, le premier grand regroupement qui s'est fait au niveau de Fort-Lamy, donc en N'Djamena, ils étaient 17 000 hommes. Ce sont ces jeunes-là qui iront dans la campagne du désert, qui vont gagner les batailles de Birakem, qui vont gagner les batailles de Koufra. Ils vont vaincre un grand génie militaire allemand nazi qu'on appelle le général Rommel. C'est avec le sang, la chair et la sueur des Africains que la France a pu engranger ses victoires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le plan économique, c'est grâce à l'Afrique, commençant par le Cameroun, que la France a pu se doter d'un matelas financier qui lui a permis, n'est-ce pas, de se prévaloir au niveau de ses alliés, comme quelqu'un qui a apporté aussi sa modeste contribution, n'est-ce pas, dans cette guerre qu'elle devait mener contre l'Allemagne nazie. On ne peut donc pas comprendre. La jeunesse d'aujourd'hui ne peut donc pas comprendre que des décennies après, tout ce que la France a pensé être quelque chose de bon en termes de récompense, c'est de nous remaintenir dans une situation complètement ubuesque où les Africains, certes, ont eu des indépendances plus ou moins factices, mais ils sont toujours sur domination économique à cause de cette affaire, par exemple, de la monnaie. Mais il n'y a pas que ça. Même au niveau des politiques, au niveau des accords de coopération, on vous dit, par exemple, à plus de 2 mètres sous terre, le sous-sol africain dans la zone francophone n'appartient plus au peuple de cet espace-là, etc., etc. Or, le monde évolue. Avec la chute du mur de Berlin, on a vu les Européens se précipiter en Europe de l'Est en disant « Ah, le nouvel Eldorado est là, on en a marre de l'Afrique, on ira investir là-bas. » Mais le retour d'investissement, c'était presque quasi nul. Ils se sont dit « Mais le seul endroit au monde où on peut se faire, n'est-ce pas, une fortune à monde de coût, c'est en Afrique. » Ils sont donc revenus en Afrique.
Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que pendant cette période de latence, les dirigeants africains qui étaient complètement, j'allais dire, dépourvus de leur parapluie d'antan, ont commencé à regarder ailleurs, parce qu'il y avait de nouveaux pays émergents. Il y avait la Chine, il y avait la Russie, il y a le Brésil, il y a les Corées, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que, en termes de rapport, en termes d'accord entre ces nouveaux venus, la Turquie, j'ai oublié, et cette France, n'est-ce pas, qui ne cessait de leur rabâcher les oreilles de la Grande Gaule, ils se sont rendus compte que, mais ils perdaient au change, autant négocier avec ces nouveaux venus qui venaient avec des conditionnalités qui étaient plus que favorables aux Africains par rapport à ce que la France leur offrait. Donc voilà, donc, j'allais dire que par une ruse de l'histoire, les Africains ont commencé à se rendre compte que l'horizon indépassable du monde ne se limitait pas à Paris, et que le monde est tellement vaste qu'ils ont, s'ils veulent rester comme des gens qui ont apporté un bilan plus ou moins positif, ou bien même acceptable pour leur pays, de regarder ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a vu, n'est-ce pas, fleurir ici et par-ci par-là en Afrique, des routes qu'on n'avait pas, des aéroports qu'on n'avait pas, des infrastructures qu'on n'avait pas, et même des coopérations militaires, n'est-ce pas, qui tendent à démontrer que la coopération qu'on avait la France, je vous rappelle que pour la plupart des pays dits francophones, je peux prendre le cas du Cameroun, il y avait des accords de coopération militaire qui stipulaient qu'en cas d'attaque d'un pays tiers, l'autre partie signataire de l'accord doit venir automatiquement en aide au pays qui a été attaqué. Mais je vous rappelle, c'est toujours pour le Cameroun, que le Cameroun a eu un conflit avec le Nigeria au niveau de la dispute de la presqu'île de Bakassi. On se sera attendu de voir Paris venir à la discourse du Cameroun dans cette guerre où le Cameroun a perdu des centaines d'hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paris a plutôt dit aux Camerounais, attendez, essayez d'aller dans un dialogue à l'africaine parce que nous avons beaucoup plus d'intérêt au Nigeria qu'au Cameroun, ce qui est une réalité. Donc bon, comment dire ça, en plein visage, n'est-ce pas, les autorités camerounaises se sont rendues compte qu'ils avaient un problème. Et que bon, à partir de ce moment-là, tous les jeux étaient permis et il n'était plus interdit pour eux de voir ailleurs, de voir, de prospecter d'autres horizons. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui complètement en Afrique. Dans le cas, par exemple, de deux pays, de Mali et la Centrafrique, où la France rayait pratiquement en maître. Mais les peuples centrafricains et les peuples maliens se sont rendus compte que c'était un marché de dupes. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont cette relation plus ou moins privilégiée, consentante avec la France, mais qu'au niveau des dividendes, il n'y a rien du tout. Au contraire, ce que ces relations leur ont apporté, ce sont des groupes djihadistes, ce sont des groupes armés qui ont sémé désolation, n'est-ce pas, dans presque l'étendue de ces deux pays-là, au point de leur apporter plutôt la régression. Au niveau du Mali, ce sont des djihadistes qui écument toute la bande sahélo-sahélienne, malgré la présence de Barkhane et tous les Serval et tout ce que vous pouvez vous imaginer, malgré les coopérations, les drones, de tout ce qu'on nous dit de ces armées modernes qui peuvent faire une guerre à partir des satellites. Mais chaque fois, des djihadistes ont continué de donner des coups de boutoir, n'est-ce pas, à la défense malienne, à la sécurité malienne, au point de menacer même à un moment donné de s'accaparer de Bamako. Alors, c'était le réveil fut brutal pour les jeunes Maliens de constater que mais, cette affaire-là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça, c'est d'un. Au niveau de la Centrafrique, c'est un pays où l'État avait complètement disparu. Il n'y avait plus d'État. Heureusement, le président Faustin Archange Touadéra, comme je le dis, n'est plus resté focus. Il commence sur Paris, il a regardé ailleurs, et il a eu maintenant une coopération avec la Russie qui lui permet quand même de ramener un calme relatif, qui lui permet enfin d'organiser des élections dans un cadre plus ou moins apaisé, malgré quelques tentatives, n'est-ce pas, de déstabilisation qu'on a constatées ces derniers jours, et qui montrent justement que Paris a une difficulté, et elle essaye de revenir dans le jeu en imposant ce que c'est de mieux faire, c'est-à-dire déstabiliser, c'est-à-dire apporter cette façon perfide, n'est-ce pas, de vous contraindre à une négociation, mais surtout à rester dans son précaré, parce que sinon, il y a l'épée de Damoclès de la déstabilisation par des groupes armés qui planent sur votre tête, et je crois que c'est dans cette phase que la Centrafrique se trouve aujourd'hui, mais dans le développement qu'on va faire plus tard, on va bien constater que pour Paris, c'est perdu. La jeunesse africaine, les Africains, c'est terminé. Surtout ceux qui sont encore jeunes aujourd'hui, ils sont encore plus critiques vis-à-vis de Paris que les anciennes générations.
Alors, est-ce que on ne peut pas également se dire que cette perte d'influence de la France est due au fait qu'à un moment donné, la France a tellement sous-estimé le continent africain, en se disant, enfin, sous-estimé dans le sens où il fallait toujours faire un pas en arrière, notamment à l'époque coloniale, où c'est la France qui décidait de comment faire, qui décidait, par exemple, de l'heure à laquelle les Africains devaient se réveiller, et cet esprit de domination ou d'accaparement de l'Afrique les a un peu endormi la France. Oui, vous avez un peu raison, mais il y a aussi qu'au niveau des écoles dirigeantes, c'est-à-dire que de la pensée dirigeante en Occident, surtout en France, il n'y a pas eu beaucoup de remise en question. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. De pratiquement à De Gaulle à Macron, c'est la même pensée, c'est la même grille de lecture qu'on a vis-à-vis de l'Afrique qui est restée présente. Et pour preuve, il y a Jean-Yves Le Drian qui continue sur les pas de Jacques Foccart. Mais c'est quoi, j'en venais. Vous avez tout à fait raison, princesse Linda Dédé. C'est-à-dire que vous avez un individu comme monsieur Le Drian, qui essaie de se comporter exactement comme Jacques Foccart, de sinistre mémoire, s'est comporté au niveau de l'Afrique avec cette tendance qu'il avait d'être le faiseur de roi, n'est-ce pas, au niveau des États africains. Mais Jacques Foccart n'a pas compris que le temps changeait. Vous avez par exemple un jeune homme, excusez-moi, jeune homme mais jeune homme par rapport aux anciens qu'on connaît comme le président Faustin Archange Touadéra, qui a fait de très bonnes études, qui est docteur en mathématiques, et qui est en face d'un Le Drian, qui va essayer de lui faire comprendre qu'il ne vaut rien. Je veux dire, l'orgueil des Africains, de la jeunesse africaine ne peut plus accepter cela. On ne peut plus accepter cela. Nous ne sommes plus au temps de Papa Madi. Tout ça, c'est terminé. Et il y a une période de latence qui continue de se prolonger au niveau d'une espèce de recette, n'est-ce pas, de la mémoire politique et diplomatique française, pour qu'elles comprennent qu'ils ne sont plus dans un espace qui leur est complètement acquis. Mais surtout, ça il faut le dire, il y a aussi les urgences des populations. Les populations ne sont plus amorphes, les anciens ne sont pas non plus amorphes, mais elles ont été brimées, brutalisées, elles ont été complètement violentées, au point où il n'y avait plus de voix dissonantes qui pouvaient s'élever pour dire qu'on ne peut pas accepter cette situation. Il y a eu une amélioration, il y a la liberté, ne serait-ce que de s'exprimer. Vous vous rappelez que dans un pays comme le Cameroun, on nous disait les murs ont des oreilles. Il était pratiquement impossible de tenir le même discours que je tiens aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Et cette évolution-là a permis à des couches qui étaient complètement analphabètes politiquement de se bonifier et de commencer à réfléchir sur le devenir de leur continent. Quel est ce continent qui est si riche, mais mais dont on maintient la population dans une misère indescriptible? On a tout fait pour nous montrer qu'on était petits. On était petits humainement. Nous ne sommes pas assez ancrés dans l'histoire, dixit M. Nicolas Sarkozy. Nous étions petits. Nous toute l'Afrique pèse moins d'1% dans le commerce mondial. Nous sommes tout petits, même dans la map monde qu'on vous montre. On vous montre des petits États, alors que la superficie de la Centrafrique, c'est celle de la France et de la Belgique réunie, et je crois qu'il y a encore resté de l'espace. Le Cameroun est plus grand sur le plan territorial que l'Allemagne, les gens ne le savent pas. Le Cameroun est plus grand sur le plan territorial que l'Angleterre, les gens ne le savent pas. Mais quand les jeunes sortent, ils regardent, mais c'est pas possible. Donc quand on parlait de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Australie, on se disait ce sont des montagnes, des monts Cameroun et des Himalayas par rapport à nos pays, alors qu'ils ne nous valent pas. Et plus grave, on se rend compte que nous sommes bourrés de richesses. Nous avons le pétrole vient chez nous, le coton vient chez nous, le cacao vient chez nous, le diamant, l'or. Maintenant, nous avons des minéraux rares qui sont à la pointe de toute innovation technologique, le cobalt, etc., etc. Et les Africains se posent des questions. Comment on peut être aussi scandaleusement riche et continuer à demeurer dans cette pauvreté? Alors ils grattent, se rendent compte que merde. Depuis 1945, nous sommes encore sous domination d'une monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. Mais c'est pas possible. Depuis 1945,
Nos politiques économiques n'ont pas varié. La politique bancaire n'a pas varié. On nous bassine les oreilles. On nous dit les banques sont sur liquide en Afrique. Mais ces banques-là sont incapables de financer la petite et moyenne entreprise et la petite et moyenne industrie. Comment nous, on va donc se développer? Il n'y a aucune politique bancaire qui va dans le sens de promouvoir, n'est-ce pas, une activité économique africaine capable justement de déclencher un cercle vertueux qui va tirer tout l'outil économique africain vers le haut. Au contraire, nous sommes face à des situations complètement catastrophiques où ce sont les multinationales qui ont signé des accords parce qu'on nous a dit, après les plans d'ajustement de FMI et la Banque mondiale, qu'il fallait, n'est-ce pas, des mesures incitatives pour attirer les investisseurs. Ces investisseurs viennent, ils libèrent leur contrat en euros, ils ont la possibilité de rapatrier chez eux l'essentiel, j'allais dire la totalité de leurs bénéfices sans un investissement conséquent. Ici chez nous, alors les jeunes se posent des questions, disent mais pourquoi ailleurs ça se passe autrement? Mais en Afrique, nous on continue de le subir. C'est pour cela qu'il y a cette hargne. J'allais dire, il y a ce fiel-là qui monte en puissance au niveau de l'Afrique pour dire à l'Afrique, à la face, non, non et non, considérons nous aussi comme des êtres humains. C'est ça le fond du débat pour parler de monnaie tribale, de monnaie terre à terre aujourd'hui. Alors, Patient Parfum d'Homme, c'est vrai qu'il y a cette jeunesse qui s'en plaint aujourd'hui, qui exprime leur mécontentement vis-à-vis de la France. Mais est-ce que cela suffirait justement à sortir l'Afrique j'ai envie de dire, à sortir l'Afrique de ce... j'ai pas envie d'être très péjorative, mais est-ce que le fait de dénoncer, le fait d'exprimer leur ressenti, le fait de ressortir ce sentiment anti-français suffira suffisamment à l'Afrique justement de sortir de l'emprise dans laquelle elle se trouve? Votre question est une question clé, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que même au cours du jeu, l'analyse, elle a dit une certaine évaluation du travail, par exemple, que nous faisons en Afrique Média. Oui. Parce que c'est très important. Alors, moi, je pense que oui, je suis totalement optimiste de penser que ce travail va finir par produire ses résultats. Mais une seule condition. Et c'est cette condition qui demande à être construite aujourd'hui. Il faut que les jeunesses africaines, il faut que ceux qui veulent un changement profond d'Afrique, il faut que les véritables panafricains s'organisent dans tous les pays. Sans organisation, on peut avoir les meilleures théories du monde, mais l'organisation c'est comme une armée. C'est elle qui fait bouger les choses. Si vous n'avez pas des organisations à la hauteur des défis, des enjeux, effectivement, vous risquez de rouler encore très longtemps dans la parlotte, si on peut le dire ainsi. Mais quand on regarde l'histoire des autres pays du monde qui se sont sortis de situations difficiles comme celle-là, on ne peut pas désespérer l'Afrique, au contraire. Eux aussi, ils ont eu un bon moment où il fallait parler, expliquer, réexpliquer, informer, réexpliquer, informer. Regardez la révolution chinoise. Vous allez voir des répétitions à ne plus en finir. Pour réveiller ce monstre qu'on appelle le peuple africain surtout au sud du Sahara, qui est dans un sommet comateur par rapport aux enjeux de l'heure. Mais je suis optimiste, pourquoi? Parce que nous, on a quand même une histoire particulière, l'homme noir. C'est quand même 4 siècles d'esclavage. Moi, je pense même 5. C'est un siècle de colonisation. Nous sommes là depuis pratiquement un siècle encore dans ce que nous appelons le néocolonialisme, avec tous ses avatars. Donc, à partir de ce moment-là, on peut penser que si aujourd'hui, un jeune Africain de fond fin de Ngambé, de fond fin de Mundemba, de fond fin de Kolo Fata ou bien de Kété, se lève et dit que vraiment cette affaire de franc CFA, c'est une injustice. C'est quelque chose d'horrible qu'on impose au peuple africain. C'est une avancée capitale, princesse Linda Dedi. C'est une avancée capitale. Le début de la prise de conscience de l'état d'esclavage et d'un esclave, c'est le début de sa libération. C'est quand l'esclave commence à se rendre compte qu'il est un esclave, qu'enfin va se produire dans son raisonnement, dans son subconscient, dans sa manière de penser, dans son âme même, des mécanismes qui vont aboutir à des solutions, n'est-ce pas, où il va enfin faire exploser sa chaîne. Mais, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un esclave, et c'est ça qu'on a eu au début de la critique, quand on a commencé à faire cette lutte contre le franc CFA. On a des aînés, que j'appelle, qui nous ont traités de cadets sociaux sur le plan intellectuel, en nous expliquant que non, c'est trop compliqué, ça fait le franc CFA. C'est pas à votre niveau. Des prétendus banquiers qui avaient travaillé dans les banques, je ne sais pas où, à Paris,
On nous a même qualifiés d'aboyeurs. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Eux-mêmes reprennent des thèses que nous avons eues. Et n'est-ce pas, le génie, ce n'est pas le génie, mais vraiment, j'allais dire la vision de présenter la face du monde de l'Afrique. Que nous ne pouvons pas nous développer avec tous ces trucs qui nous pendent aux chevilles. Ce ne sont même plus des grelots, mais ce sont des tonnes, n'est-ce pas, qui nous pendent aux chevilles. On ne peut pas avancer. Donc il faut faire quelque chose. Et pour faire ces choses-là, il faut une nouvelle génération d'hommes politiques. Et c'est pour ça que je suis totalement pour que le président Faustin Archange Touadéra reprenne le pouvoir. Il nous faut de nouveaux hommes politiques qui auront la capacité, la volonté et le courage de dénoncer cet état de fait. Mais surtout, de trouver de nouveaux partenaires à travers le monde. Ils existent pour ce que Laurent Gbagbo appelait des espèces de partenariats gagnant-gagnant. Et là, Laurent Gbagbo avait vu juste. Ce qu'on appliquait à Laurent Gbagbo, c'est tout simplement parce que dans cette nouvelle ère, avec cette nouvelle classe politique, il a été l'un des premiers à dénoncer violemment et dans les faits cette pratique française. Donc je pense que tant que la France va rester figée dans sa méthode, dans son comportement, dans son ton condescendant vis-à-vis des Africains, les jeunesses africaines qui n'en ont que cul, n'est-ce pas, de ce prestige, de cette France qui arrêtée, qui n'existe pas, vont lui répondre du tic-tac en leur rappelant que monsieur, vous ne valez rien, fichez-nous la paix. Et vous allez entendre ce discours-là de temps en temps, mais en espérant que très rapidement, ça va finir par aboutir, autant pour moi, par des organisations structurées. Ces organisations qui vont se nourrir de ce discours, de cette idéologie de la libération de l'Afrique, pour enfin poser des actes concrets. Je voulais dire qu'une organisation, c'est comme une armée. Poser des organisations concrètes pour bouter complètement la France hors de l'Afrique, si elle tarde encore à comprendre que les temps ont changé. Alors, permettez-moi d'insister là-dessus quand même, parce que on a quand même quelques exemples qui sont encore très frais. Oui. Il y a le cas de la Côte d'Ivoire, qui, voilà, ma foi, il y a quelques années de cela, est passé à la lame, au niveau dans une lame française, avec des milliers de morts relatifs bien sûr à la guerre civile. Et puis aujourd'hui on a le cas de la Centrafrique. La Centrafrique également qui n'a même pas encore fini de pleurer ce passé triste, qu'aujourd'hui on retrouve des politiques qui décident encore de faire amitié avec cette même France qui a plongé la Centrafrique justement au plus, comment j'ai envie de dire, au dernier niveau, si j'ai envie de le dire ainsi, qui a plongé l'Afrique, je dirais, au niveau carrément epsilon en termes de mathématiques. Et il a fallu qu'un président, Faustin Archange Touadéra, vienne ne serait-ce qu'à apporter l'élément paix et stabilité dans ce pays, que certains Centrafricains voudraient encore partiser avec ce qu'on peut caractériser ici comme étant le diable, qui est la France. Mais décidément, ce matin, vous êtes béni par des relances exceptionnelles, princesse Linda. Parce que là, vraiment, c'est ça, vous touchez le fond des problèmes. Mais écoutez, dans toute lutte, d'abord, je commence par là, au niveau macro, pour que les jeunes ne se découragent pas. Ouais. Dans toute lutte, il y a ce qu'on appelle les mouvements de vague. Il y a les mouvements où la vague est ascendante et les mouvements de reflux. Et dans ces mouvements de reflux, l'adversaire est souvent tenté de recréer des situations pour permettre justement que la vague qui est en train de monter ne se produise pas. Mais hélas, elle va se produire. Alors, ce que vous venez de dire exactement, c'est ce que nous constatons par exemple avec ce qui s'est passé au niveau de M. Alassane Dramane Ouattara, où M. Macron a été obligé d'avaler son chapeau, de passer de la présentation enfin des dirigeants africains comme un modèle qu'il fallait suivre parce qu'il aurait refusé de se lancer dans un troisième mandat, à l'obligation de nous dire que mais oui, il y a un cas exceptionnel parce que son candidat est décédé. Enfin, c'est une candidature par devoir. C'est comme ça qu'ils appellent en Côte d'Ivoire. Et ça fait rire. Mais sauf que, à l'investiture de M. Ouattara, ceux qui ont les yeux au pouvoir, ils n'ont pas beaucoup de discours. Il suffit de regarder certaines images et vous comprenez. Donc, enfin, pourquoi on a décidé de mettre la Côte d'Ivoire sous coupe réglée. Vous avez vu le champagne qui a coulé à fleurs, hein, n'est-ce pas, des jeunes yoyettes, comme on dit chez nous en Afrique, n'est-ce pas, jubilés, danser, parce que en fait, c'est eux qui sont les gagnants de cette affaire. Tous ces groupes Bolloré bouillis que vous avez vus là, ils ont dit, nous tenons fermement la Côte d'Ivoire sur nos griffes là, on n'est pas prêt à lâcher.
Et ils ont fait venir ces paillettes-là pour agrémenter la soirée, qui était en fait une soirée de victoire, entre guillemets, pour eux, de cette France-là, qui ne veut pas comprendre où va le monde, où va l'Afrique, vers cette Afrique-là qui a exprimé son besoin de liberté et son besoin de démocratie. Alors, dans le cas de la Centrafrique, c'est révélateur. Vous avez vu. Moi, je pense que, tout à l'heure, je pensais à ça quand je venais sur votre studio. Tous les candidats qui sont présents dans cette élection, dans cette campagne présidentielle en Centrafrique, ils devaient commencer tous leurs discours, je dis bien tous leurs discours, en remerciant d'abord le président Faustin Archange Touadéra. Parce qu'il leur a permis quand même de... Mais c'est grâce à cet homme-là qui puisse avoir, qu'ils ont la possibilité d'avoir aujourd'hui ce climat apaisé qui leur permet de faire des campagnes, qui leur permet de monter, de descendre, qui leur permet d'aller même dans le propre village de Faustin Archange Touadéra ou bien dans son fief pour battre campagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a cela quelques années, ce sont les anti-Balaka et les Séléka qui faisaient la loi au niveau de la Centrafrique. Alors, quelqu'un arrivait avec son groupe pétri, n'est-ce pas, de volonté et de courage, pour leur donner la possibilité d'avoir cette paix relative qui donne à voir ce que nous avons aujourd'hui au niveau de la Centrafrique. Donc, ils devaient commencer chacun, à chaque meeting, chacun de leurs meetings, n'est-ce pas, par remercier le président Faustin Archange Touadéra. Deuxièmement, les groupes armés qui ont essayé de se mettre un peu à un mouvement, je crois, hier, avant-hier, au niveau de l'ouest de la Centrafrique, là, le nord-ouest de la Centrafrique. Ces groupes armés-là aussi, n'est-ce pas, on voit très bien qu'elles sont instrumentalisées par des forces tapis dans l'ombre pour ne pas permettre qu'on puisse avoir des élections. D'ailleurs, ces groupes armés ont dit si on ne repousse pas ces élections, ils vont tout faire pour mettre du grabuge dans tout le pays. Vous voyez? Donc, ces hommes politiques-là devaient commencer vraiment à féliciter le président Touadéra. Mais plus grave, le président Bozizé vraiment, qui est rentré clandestinement en Centrafrique. Le président Touadéra, malgré tout cela, ne l'a pas du tout inquiété. Au contraire, il a fait voter par le Parlement centrafricain une loi qui donne un statut aux anciens chefs d'État avec des salaires conséquents, 4 millions de francs CFA. Le mois pour la Centrafrique, c'est énorme. Une garde rapprochée, des voitures de service. Mais que fait le président Bozizé? C'est pour ça que je dis, même en politique, il y a une morale. C'est d'entendre son directeur de campagne de dire qu'ils vont s'associer avec M. Georges Delogélé. Non, le minimum qu'il aurait pu faire, s'il n'avait pas le courage d'aller soutenir la candidature de Touadéra, le président Touadéra, c'était de s'abstenir de tout consigne de vote. Mais les Centrafricains qui sont passés par ces moments sombres, par ces moments cauchemardesques, où ils dormaient la peur dans le ventre, la plupart d'entre eux dans la brousse, mangeant les feuilles des arbres et les racines des arbres, eux qui sont dans cette situation aujourd'hui, ils peuvent vaquer à leurs occupations, envoyer les enfants à l'école, aller au culte le dimanche, aller au marché, faire les petites affaires. Je pense qu'ils n'auront pas oublié d'où ils viennent. Donc ce n'est pas les consignes d'un quelconque leader politique qui va leur faire oublier d'où ils viennent. Et ils ne seront pas prêts à prendre un ticket comme ça gratuit à aller simple pour un retour de ce que j'appelle l'enfer qui a sévi en Centrafrique. Donc honnêtement, c'est pour cela qu'à un moment donné, je continue de vous dire que cette lutte va être longue. Elle ne sera pas un long fleuve tranquille. Elle sera ponctuée de temps en temps de ces soubresauts. Mais en fait, ce sont les derniers soubresauts de la phalène de cette France qui refuse de mourir, mais qui n'a pas de choix, comme une phalène qui fait ses derniers soubresauts. Elle a appelé à mourir cette France-Afrique. Cette France-Afrique, je le répète, elle va mourir parce qu'elle va continuer à subir le coup de butoir de cette jeunesse africaine qui va enfin être libre, mais surtout avoir des relations de coopération d'égal à égal avec tous les peuples et tous les États du monde. Alors, puisque vous parliez d'ailleurs de la République centrafricaine, nous le savons, actualité oblige. Le 27 décembre prochain, il se tiendra donc l'élection présidentielle, une élection à laquelle le mathématicien de Bangui, comme il se fait appeler, est d'ailleurs le candidat président, qui voilà, est d'ailleurs en campagne électorale. Et nous allons justement en profiter pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, qu'aujourd'hui en Centrafrique, grâce à ce monsieur, il est possible de mener campagne, de battre campagne, il est possible de sortir de sa maison et se rendre dans un meeting de campagne sans toutefois être inquiété comme ça a été le cas par le passé.
ce morceau choisi en termes d'image. Des milliers de Centrafricains sortirent apporter leur soutien au candidat président, le professeur Faustin Archange Touadéra, en pleine campagne électorale. C'était justement pour accompagner ou du moins vos propos, Parfum d'Homme. Mais il n'y a pas que de lui. Il y a les autres challengers, ces autres challengers qui font campagne. J'espère que vous allez nous montrer quelques images. Ces challengers en pleine campagne. C'était quelque chose de surréaliste à Bangui en Centrafrique. Ils vont même au fin fond de la Centrafrique pour faire campagne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je dis que ces gens-là, s'ils avaient un peu d'humilité, à chaque moment, il fallait commencer par dire merci au président Faustin Archange Touadéra, qui leur a permis d'avoir cet univers, qui leur donne la possibilité aujourd'hui de s'exprimer. De s'exprimer vraiment librement. Donc je crois que l'Afrique a besoin de pareils modèles, de ces modèles, mais surtout l'Afrique a besoin d'apaisement. Je continue de lancer ce mot d'ordre à toute la classe politique centrafricaine, au peuple centrafricain, de ne plus se laisser embarquer vers des lendemains, n'est-ce pas, inconnus, qui forcément seront les lendemains qui déchantent, qui n'acceptent plus de se faire comment dire ça, embrigader dans des espaces de solutions ou bien de propositions qui ne pourront pas du tout les aider. La Centrafrique est au début d'un nouveau processus. Un nouveau processus de reconstruction du pays qui commence par la sécurisation du pays. Je vous rappelle qu'une bonne partie du pays est même encore entre la main de certains groupes armés. Et ce qui est incroyable, c'est de trouver quand même que quelqu'un comme l'ancien président Bozizé se soit encore mis sur la même table avec certains rebelles. Si c'est pour aider la Centrafrique, autant pour moi, à retrouver la paix, on peut comprendre. Mais quand on voit son attitude, on a en droit de se poser des questions sur vraiment, j'allais dire, le caractère hygiénique, n'est-ce pas, d'une certaine morale qu'il faudra quand même appliquer au niveau de la classe politique africaine. D'accord. Alors, nous allons partir au standard de suite avec, bien sûr, ces téléspectateurs qui nous attendent. On commence avec, je crois, un téléspectateur depuis la France ce matin. Bonjour. Finalement, on a perdu ce téléspectateur. Il pourra peut-être revenir. Mais Madame Yao est au standard. Bonjour à vous, Madame Yao. Bonjour. Bonjour, Madame Linda. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfum d'Homme. Moi, j'appelle ce matin pour d'abord parler à mes frères centrafricains. Mais je vais commencer par parler de la France. Vous comprenez, Monsieur Parfum d'Homme, vous voyez, au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, moi, je déteste la politique française. Je déteste les politiciens français. Mais alors là, grave, je les déteste. Surtout ce Yves Le Drian là, quand je le vois comme ça, je suis déjà en colère. Je suis déjà en colère. Vous comprenez? Mais moi, je voulais dire aux Africains que ces Occidentaux là, ces Français là, ils se battent pour leur intérêt. Pas pour nous. Ils ne se battent pas pour nous. Moi, je voulais dire aux Centrafricains d'arrêter. Bozizé ne se bat pas pour eux. C'est la France qui a enlevé Bozizé au pouvoir. Nous l'avons tous dit, c'était hier. Mais ça n'a pas, leur coup n'a pas marché. Ils ont amené Diotieda, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'ils aient leur fils. Regardez Touadéra. Il me rappelle le président Laurent Gbagbo. L'homme du peuple, il n'a pas peur. Il se fout dans le peuple comme ça. Il n'a pas peur. Il sait la main du peuple. C'est ça, un président. Vous comprenez, il est humble. Vous voulez quoi avec Bozizé? Bozizé a fait un deal avec la France. Venez vous tuer. Vous pensez que si Bozizé revient au pouvoir, c'est pour travailler pour vous? Mais non. Bozizé veut revenir pour que la France continue de piller la Centrafrique, un pays très riche. Vous comprenez? Arrêtez un peu. Arrêtez les parents de Bozizé là. Parce que c'est la famille de Bozizé, c'est cette famille-là qui allait soulever les armes encore pour mettre le désordre en Centrafrique. Vous n'avez pas vu encore d'Ivoire ici? Soron Diop, qui était l'homme le bienvenu dans tous les médias occidentaux, surtout les médias français. C'était lui le héros. Il était reçu avec des honneurs. Soron Diop maintenant aujourd'hui,
Ce combat que Sorodio menait ici, il disait que c'était pour instaurer la démocratie, c'était pour Clipot Boubou, c'était pour que ceci, cela. Sorodio est où aujourd'hui? Mes frères de l'Afrique centrale. Sorodio, il est vu comme une peste. En France, on l'a même chassé. Il n'est même plus en France. Vous avez compris? Pourtant, il a fait rêver ses parents du Nord. Que le combat que lui menait là, c'était pour que ses parents du Nord portent des boubous. Aujourd'hui, là même, ses parents du Nord sont dans la galère comme nous aussi ici. Lui-même, là, Sorodio, il se cherche. Dikawe qui était assis au Golf Hotel avec Bédier. Dikawe, c'est lui qui a signé les faux certificats médicaux contre le président Laurent Gbagbo, son frère, pour que les Blancs le maintiennent dans ce pays là-bas. Aujourd'hui, la Dikawe est un grand professeur en cardiologie. Il prenait comme un vulgaire bandit. Bédier, qui est l'héritier du pouvoir, qui était au Golf Hotel, qui a soutenu Ouattara en 2010, qui a fait l'appel de Daoukro en 2015. Aujourd'hui, la Bédier, il a été humilié, blocus. Il ne peut rien faire. Et la France ne dit mot. La France ne dit mot. Pourtant, la France le soutenait. Hein. La France le soutenait depuis 2002. La France faisait croire que le Gbagbo était un dictateur. Gbagbo tuait les Ivoiriens. Donc, la France soutient l'opposition. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Cette même opposition que la France soutenait hier, là, on fait des blocus, on les met en prison. Selon Dieu, mais la France ne dit rien. Pour vous dire que la France ne combat, la France ne se bat pas pour nous. La France se bat pour ses intérêts. Vous allez déstabiliser Touadéra et pour mettre Bozizé, ce n'est pas pour vous. C'est pour que la France continue de piller l'or et le diamant qui est en Centrafrique. Réveillez-vous un peu, mes frères africains. En même temps que nous critiquons la France, mais vous, les Africains aussi, vous êtes coupables. Vous êtes coupables. Ce n'est pas parce que c'est ton frère que tu dois forcément le soutenir. Regardez ce que tu as fait pour vous un peu. Depuis nous sommes enfants, la Centrafrique n'a jamais trouvé la paix. Jamais. Aujourd'hui, le monsieur est venu un semblant de paix. Vous voulez quoi? Vous voulez mourir encore quand je brisais? Mes frères centrafricains, mettez-vous tous ensemble et puis cherchez Bozizé. Allez le chercher, coupez ses testicules. Il ne va plus vous emmerder. Bonne journée. À vous, Madame Yao, pour votre participation. Nous restons au standard avec le pasteur Soua. Bonjour et bienvenue, pasteur. Pasteur Soua, bonjour. Ouais, bonjour, Lidan Dédi. Bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je salue Patia Pafedon, notre géopoliticien, l'Africain. Je vais saluer également tous mes frères ici, sans oublier CA, le pays du Congo. Il revient sur le sujet qui est très important. Il faut dire que, Lidan Dédi, j'aime beaucoup ce sujet. La France en perte d'influence en Afrique, ce qui veut dire la France en perte de vitesse. Ouais. Mais pourquoi la France est en perte de vitesse ou en perte d'influence? La France est en perte de vitesse et en perte d'influence parce que la France soutient aujourd'hui les candidats ou les candidatures anticonstitutionnelles. La France crée également ce qu'on appelle le djihadisme. La France, depuis que la France existe et a pu coloniser ces pays africains, la France crée des guerres dans ces pays et empêche le développement dans ces pays. Et la France a mis en place la monnaie qu'on appelle les francs des colonies français. Et cette monnaie-là, qui est une monnaie coloniale, donc qui fait subir à l'Afrique la pauvreté, la misère. Donc c'est normal que la France doit perdre parce que la France ne contribue pas à ce qu'il y ait également une paix en Afrique et un développement militaire, un développement sur tout le plan. Donc c'est normal que cette France-là se perd également du TSE ou perd également du TLC. Donc ça crée à nous les sentiments anti-français. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas aimer la France parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme une France qui se dit un pays des droits de l'homme, peut d'abord féliciter un président anticonstitutionnel, un président sanguinaire, un président depuis que le pouvoir qui a tué les Ivoiriens. Et on le félicite pour dire que merci parce que tu as tué les Ivoiriens. Merci parce que tu tues les Africains. Merci parce que tu as décapité la tête de ce jeune et ils ont pris sa tête pour jouer par leur merci. Et c'est pourquoi on est un prisonnier qu'on appelle Nicolas Sarkozy.
train de se passer par rapport au golfe de Guinée, par rapport à nos ressources, dans nos sous-sols, et la France qui crée les guerres afin de pouvoir piller ces sous-sols. Mais vous pensez quoi? Aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il y ait maintenant la Russie qui vient auprès des peuples faibles, les peuples qui n'ont pas de force. Donc la Russie entre en Afrique. La Russie est en Centrafrique. Regardez ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Si la Russie n'était pas là-bas, peut-être que Touadéra depuis, il était déjà mort. On l'avait déjà tué. Où? Mais on ne peut pas également accepter ou concevoir en nous que la France puisse également être encore sur notre territoire ou être avec le passé. Qu'est-ce que nous gagnons avec la France? Nous ne gagnons rien avec la France. Regardez en Côte d'Ivoire. Il y a un palais qu'on a construit là-bas, qu'on appelle palais des sports, où les jeunes jouent, qui est palais de culture. Mais depuis des années, c'est la Chine qui a pu, on dirait qui a pu donner ça au temps de Pédier. C'est la Chine qui a construit ça. Mais la France n'a jamais rien fait. Tout ce qui est en France, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, on loue ça. Le peuple, on loue la main des Français. Le goudron, on loue ça. À plus de profondeur, plus de 5 mètres de profondeur. Nous louons ça. C'est-à-dire le port, nous louons ça. Nous louons tout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire rien n'appartient aux Ivoiriens. Même les immeubles qui sont au plateau, c'est pour la France. Nous louons ça. Regardez ce qui se passe. Nous préférons aujourd'hui coopérer avec les autres nations, telles que la Russie, la Chine et l'Inde et les BRICS. Sinon, la France, c'est un pays qui n'est pas prêt pour porter le développement et la paix dans nos pays. Parce que leur problème, c'est de créer le djihadisme, de créer également, de diviser ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe un peu partout. C'est l'État et ça. Pourquoi il ne peut pas perdre? Ils vont perdre les vitesses. La France va perdre, la France va tomber en Afrique. Je vous dis la vérité. La France va tomber, on ne parlera plus de la France. La France va tomber plus que le pays qu'on appelle Portugal. La France va tomber, on ne parlera plus de la France parce que les Africains, nous sommes dans un état d'unité, d'union sacrée. Et si nous sommes unis, on ne parlera plus de la France. Merci à vous, Pasteur Soa. Merci pour votre participation. Nous allons prendre Mensa depuis le Ghana ce matin. Bonjour et bienvenue. Cher je félicite votre ce matin. Je salue cet homme infatigable. Je dirais la France, c'est le pays de la planète. La France, c'est le pays anthropophage. La France, le pays vraiment qui a fait le mal jusqu'au dernier degré. Je vous dis, la France, finalement, ne sera pas un pays vraiment très très faible. Quand les Africains la connaissent plus, nous la détestons. Quelle est cette France qui ne vit qu'au dépens des Africains? Quelle est cette France qui ne veut rien faire? Vraiment, peut-être que les Africains ne sont pas appelés aussi à mieux vivre. Vraiment, c'est incroyable. Je vais vous donner un exemple. Dans les élections aux États-Unis, les élections présidentielles, c'est les Africains qui ont été, par exemple, les démocrates ont passé par les fous politiques américains pour tuer les Noirs. Et Donald Trump n'avait pas vu ça venir. Ils savent que s'il tue un Noir, Donald Trump ne va pas réagir comme il devait réagir. Donc, les Noirs seront contre Donald Trump. Et c'était un montage des démocrates. J'aimerais qu'Afrique Média, aucun stratège, aucun géopoliticien n'a détecté ceci. C'est à partir de mes propres analyses. Donc, c'est ce que les démocrates, c'est tous les Africains qui payent le faux café et le loup tribut. Pourquoi? J'aime la Russie. La Russie, c'est mon amour pour la Russie. La Russie, c'est un pays vraiment honnête. Un pays vraiment qui sauve les faibles. Donc, avec les médias, ce que vous faites en parlant de la Russie, j'ai applaudi. C'est normal. La Russie, c'est pour que les Africains aussi soient vraiment des êtres humains. Merci à vous. C'est Messa depuis le reste de l'émission. Bye bye. De nous avoir appelé ce matin, le standard qui reste ouvert pour vos différentes contributions, chers téléspectateurs, en vous rappelant que si vous nous rejoignez
À l'instant, le programme c'est Ligne Rouge et vous êtes bien sûr sur Afrique Média. Et ce matin, nous parlons de cette perte d'influence de la France sur le continent africain. Une perte d'influence certainement due au réveil de l'Afrique. Mais une autre question quand même reste à poser. Patient parfait. Donc, pensez-vous que la France se laissera, j'ai envie de dire, se laissera engloutie par ce sentiment anti-français qui est né de la nouvelle génération africaine? Est-ce que vous pensez que la France va croiser les bras justement sur ce qui est en train de se passer avec bien sûr ce réveil de l'Afrique? Évidemment qu'elle ne peut pas se croiser les bras. D'ailleurs, elle déploie déjà, n'est-ce pas, beaucoup d'ingéniosité et d'énergie pour essayer de briser complètement cet élan, cette lame de fond, n'est-ce pas, de cette nouvelle génération africaine. Et vous avez vu, ils ont envoyé sur le continent africain une pléthore, n'est-ce pas, d'enquêteurs, d'experts, de commissions parlementaires, sénatoriales, ici et là, pour comprendre le phénomène. Donc, ils sont à l'étude de ce qui se passe. Et à partir de là, ils ont produit des rapports avec des résolutions bien précises. Et vous voyez leur politique écumer complètement leur précaré en tenant un discours qui tend à dire, écoutez, l'avenir de l'Afrique est intimement lié à l'avenir de la France. Vous voyez, les intérêts de l'Afrique la France et l'Afrique doivent faire bloc commun pour protéger leurs intérêts. J'ai l'impression que vous avez un téléspectateur, ils ont la primauté. Je crois que nous avons Doucouré de la France qui est là. Bonjour. Doucouré de la France, bonjour. Alors je reviens à vous, patient parfait. Dommage, mais vous avez la liberté de me couper à tout moment. D'accord. C'est pour eux, c'est leur télé, quoi. C'est leur chaîne, ça. Alors, je disais que, bon, ils essayent. D'abord, ils ont essayé de comprendre le phénomène. Maintenant, ils vont essayer de l'appréhender en mettant en valeur, dans une certaine construction, de jeunes éléments africains qui leur sont complètement acquis. Et ils vont essayer de le positionner à des postes extrêmement clés, stratégiques, au niveau de l'établissement politique dans plusieurs pays africains, pour enfin essayer de détourner, n'est-ce pas, cet élan vers des horizons qui n'ont rien à voir avec la volonté des peuples africains de s'affranchir de cette domination-là. Et ça va se faire à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel, ils vont essayer de le faire. Sur le plan politique, ils vont essayer de le faire. Économique, ils vont essayer de le faire. Ils vont essayer de nous donner de nouveau l'impression que la France est ce pays dont nous avons besoin pour essayer de vraiment franchir la porte du développement. Mais, je vous le dis une fois de plus, ça va être pas du tout évident, parce qu'on n'est plus seul sur la scène politique africaine et mondiale. Les jeunes Africains ont fait des études, certes, en France et en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Beaucoup sont du côté de l'Asie du Sud-Est. Ils voient des miracles que ces pays qui n'avaient pas le niveau de développement de l'Afrique font aujourd'hui. On peut citer la Malaisie, Singapour. Ah, il y a encore un téléspectateur. Oui, je crois que c'est le même Doucouré de la France qui revient, en espérant que cette fois-ci, ce sera véritablement la bonne. Bonjour à vous, Doucouré. Bonjour Afrique Média, bonjour Madame Linda Déby, bonjour Monsieur Parfum d'Homme. Effectivement, c'est un sujet qui est assez intéressant, notamment en Centrafrique. C'est vraiment un cas d'école comme le cas du Mali et le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sont vraiment des exemples frappants qui illustrent à merveille en fait cette tendance de fond de la perte de vitesse, l'influence française en Afrique. Lorsqu'on essaie d'élargir un peu les analyses, on peut voir les choses sous deux angles. De premier angle, nous avons effectivement des problèmes intérieurs, donc endogènes, qui sont liés notamment à ces endocolons, en fait, qui savent pertinemment qu'ils sont en train d'aider la France, en fait, dans ses objectifs pour soumettre davantage nos pays. Eux, c'est des problèmes internes. À mon avis, on peut les combattre avec
ce qu'on appelle le soft power, donc c'est-à-dire des mécanismes juridiques, de constitutionnels, donc afin de les mettre en prison parce qu'ils sont nos frères. Mais maintenant, moi, il y a quand même le problème exogène qui est lié justement au fait que les chefs d'État et le pays sont obligés de jongler aussi avec les intérêts de l'Occident en général. Pour moi, il n'est pas du tout réaliste, en fait, de vouloir combattre des gens pacifiquement qui, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas pacifiques. Leur stratégie a toujours été double. Ils combinent à la fois, en fait, du soft power, l'influence avec le front CFA, et du hard power, le militaire, c'est-à-dire des interventions militaires, des assassinats ciblés et éventuellement des rébellions et du terrorisme. Donc, je vais finir par une question. Monsieur Parfendom, selon vous, est-il réaliste de vouloir combattre seulement des gens, en fait, avec du soft power, sachant que nous savons qu'ils sont prêts à tout, à employer même des militaires et tout pour atteindre leur objectif? Est-ce que nous devons rester toujours pacifiques pour gagner ce combat? C'est un peu ça la question que je pose. Alors, malheureusement, Doucouré, on ne pourra pas continuer cet appel parce que la qualité sonore n'est pas du tout agréable justement à l'oreille. Et donc, peut-être vous pourrez revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Lamine Diop, cette fois-ci, je crois, depuis la ville de Genève. Bonjour. Bonjour à tous les invités, puis bonjour monsieur Dom. Effectivement, sur le sujet de la France est en perte de vitesse sur le continent africain. Oui, mais c'est ce que je disais il y a quelques jours. Je vous disais oui, la France fera tout pour ne pas perdre le bloc CEMAC, parce que si la France perd le bloc CEMAC, par effet du mimétisme, l'opinion publique ouest-africaine va aussi tomber. Mais il est parfois complexe de se dire pourquoi on ne peut pas se débarrasser de la corruption déguisée mise en place par la France. Oui, effectivement, parce que moi je pense que la plupart des pays africains sont assis sur des mines françaises, ne serait-ce que le dessin et la cartographie des frontières avec tous ces mélanges d'ethnies créés pour mieux gérer ces présidents africains au cas où ces gens-là leur tourneraient le dos. Mais c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de parler de solutions, parce que nos solutions sont un petit peu à l'envers. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord déminer, mais je sais, déminer, il faut le faire, mais enlever ces pièges que les Français ont déjà mis en Afrique, mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le courage de certains messieurs, j'appelle ça des messieurs, avec des grosses, je vais pas être vulgaire, comme M. Touadéra. Parce que moi, M. Touadéra a eu le mérite et le courage de tourner le dos à la France et de tendre la main à la Russie. Rien ne le garantissait. Rien ne garantissait que la Russie allait prendre la main tendue. Et que M. Touadéra pourrait être isolé et se faire assassiner. Ce que la France fait en Afrique, hein, ou encore créer des rébellions. Donc, c'est ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est aussi une solution que nos chefs d'État, je parle des chefs d'État sérieux, je ne parle pas des Ouattara ou des Macky Sall. Je pense qu'on a toujours des gens issus de la nouvelle génération qui sont nés après l'indépendance, qui ont compris qu'est-ce que c'est cette corruption déguisée que la France a mise en Afrique. Des gens comme toi, comme ça, je pense que si on en a quelques-uns, et la preuve, on a aussi Paul Biya, même si aujourd'hui il a tourné son dos à la France, je le félicite. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on essaye de faire Luc Michel le dit souvent, c'est vrai, mais quand il le dit, je me dis, d'accord, il ne faut pas non plus critiquer la population africaine parce qu'ils n'ont pas accès à ces tables de géopolitique, de stratégie où il y a des organes qui sont là en train de discuter des plans. Mais je pense que certains présidents sérieux, comme Touadéra, s'ils font ça, on peut chercher une collaboration militaire extrêmement puissante et à partir de là, pourquoi pas revoir les frontières. Je ne comprends même pas qu'on sait que le nord du Cameroun, des anglophones, se bat avec des francophones. Qu'est-ce que c'est ces délires? Vous vous battez pour des héritages coloniaux, comme dit Yamtimba, c'est marcher sur la tête. Nous sommes un seul peuple, des gens nous ont divisés, aujourd'hui ils nous ont laissé des héritages coloniaux et sur ça on va se battre pour dire je vais avoir mon indépendance, je suis libre par-ci par-là. Je pense que le problème il est tellement complexe, mais je pense qu'on va gagner. Parce que la preuve,
Vous voyez la France, pourquoi hier j'en parlais, je dis que la France va perdre ce combat. Moi je suis un enfant de la France, j'ai été formé par la France. Mais la France n'attendait jamais un enfant comme moi aller un jour réclamer sa négritude et venir le combattre sur son terrain. Comme quoi, il est temps aujourd'hui la France de traiter équitablement et légalement avec l'Afrique parce que vous allez sortir par la petite porte. Vous pouvez traiter, il n'est pas encore trop tard. Arrêtez ces corruptions-là parce que l'Afrique a le droit de vivre. Regardez l'Asie Sud-Est. Regardez tous les pays. Regarde la Corée du Sud. Après 1950, c'est devenu aujourd'hui une puissance. Regarde le Moyen-Orient. Il n'y a que l'Afrique qui traîne. Il n'y a que l'Afrique qui traîne parce qu'il y a des espèces de ce genre comme la France. Dès qu'un Africain essaie de sortir la tête de l'eau, il le noie. Ils le noient parce que ils ne veulent pas qu'on se développe, parce que même pas qu'ils veulent voler les Africains, c'est encore beaucoup plus vicieux. Il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Ils ont typiquement envie que le peuple noir africain ne se développe pas, et ça, je ne le maîtrise pas. Je ne vois pas quel type de méchanceté est ce programme que De Gaulle avait initié dès le début. Mettez-moi des hommes à la tête de ces pays-là avec un visage noir mais avec un cerveau blanc. C'est se moquer de qui, en fait, de parler comme ça. Mais je pense que je salue fortement M. Touadéra. Il faut tenir. Ils vont tout faire pour appliquer la méthode ivoirienne en Centrafrique pour déstabiliser, pour empêcher cette sortie du CFA dans la zone CEMAC. Mais quoi qu'il en soit, vive Afrique Média, vive le panafricanisme. Et puis la diaspora aussi, et aussi tous les Africains qui croient à ce combat. Et soyez fiers, parce qu'ici, on est ici en Europe. Je les connais de zéro, même à 40 ans et quelques aujourd'hui. Ils ont un mépris envers nous. Ils nous acceptent, ils nous tolèrent, ils font du business avec nous, mais au fond d'eux-mêmes, quand ils sont entre eux, ils nous prennent pour des singes qui dorment sur des arbres. Mais je dis ça pour les Africains de là-bas. Soyez fiers. N'essayez pas de vous tromper de combat. Merci beaucoup à vous, Lamine Diop, pour votre contribution. Nous allons prendre, je crois, Peters depuis l'Écosse. De grâce, lorsque vous appelez, chers téléspectateurs, faites des efforts d'être concis et précis, s'il vous plaît. Peters depuis l'Écosse, bonjour. Bonjour, Madame Denis. Merci beaucoup, Constantin. Je salue votre invité, Monsieur Parfait-Dom. Je vais donner mon avis sur le thème de ce matin. Je partage le résumé que Monsieur Parfait-Dom a fait tout à l'heure par rapport à la position des élites françaises. Quand je parle d'élite, il y avait un rapport du Sénat qui avait été fait, mais c'était resté en sourdine, mais moi j'ai pu avoir le contenu intégral dans lequel la France a rédigé, en fait le Sénat français a rédigé un rapport sur le relationship avec Africa. Et ils ont penché sur comment contrer l'invasion chinoise et l'arrivée surprise de Russia. Donc, ils ont, dans le rapport, il était dit qu'il fallait repositionner un peu la géostratégie de la France vis-à-vis de l'Afrique parce que ils sont restés très longtemps dans une forme de féodalité vis-à-vis de son précaré. Pourquoi je dis ça? C'est que ils ont pensé toujours que, comme ils avaient le mainmise sur le président des années 60 et les premiers présidents qu'ils ont placés et positionnés sur le continent, alors ils n'ont pas tenu compte de l'évolution du monde et aussi de l'évolution des mentalités. Parce que la globalisation avait un peu changé toute la donne à partir du moment où la Chine avait tracé la route de la soie et avec son allié sûr qu'on appelle Russia pour positionner militairement la force chinoise. Donc aujourd'hui, les Français sont véritablement, comme vous avez mis dans le titre, en perte de vitesse. Et leur crainte, c'est que si d'aventure la zone CFA est complètement, close, alors ce serait une vraie catastrophe pour l'économie française parce que tout ce qui concerne ce qu'on appelle sécurité sociale est basé sur les revenus financiers de francs CFA. Ça, c'est de 1. Et il faut que les Africains comprennent ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été scandalisé de comprendre que la France qui gonfle le dos comme étant une puissance, c'est vrai qu'elle est une puissance militaire, mais elle gonfle le dos devant les autres pays européens, que
elle a les moyens avec un PIB de 2700 $, alors que si l'Afrique francophone se libère totalement de, comme on dit, de franc CFA, eh bien, elle serait à, comme on dit, son PIB va chuter de 65%. C'est-à-dire qu'elle peut même avoir le même PIB que, comment on appelle ça, l'Italie, voilà, ou l'Espagne même, je peux dire comme ça. Et du coup, son influence au sein de l'European Union va complètement baisser et elle n'aura plus également cette capacité de pouvoir supporter, comment on dit ça, son arsenal militaire qu'elle a un peu partout, que ce soit sa flotte maritime ou bien entretenir également ses soldats à l'étranger. Vous comprenez? Et malheureusement, j'ai dit pour certains pays africains qui ont les bases françaises, ce sont ces États qui financent la présence des Français sur les territoires. Vous comprenez? Ça veut dire que la France maintient toujours certains pays en colonie, en colonisation, comme la Côte d'Ivoire qui a été décrétée il y a une semaine nouvelle colonie française. Et ça fait très mal pour nous, Africains. J'espère bien que les Ivoiriens comprennent le message que je suis en train de donner. J'espère aussi que d'autres pays qui sont à la sorte également de la France comprennent le message. Il faut simplement continuer, comme a dit M. Parfait-Dôme, en prenant le modèle, comme a dit aussi l'autre téléspectateur, sur les pays comme Corée du Sud qui n'ont pas désigné les moyens pour mettre l'accent sur des alliés sûrs comme USA et sur la formation qui leur a permis aujourd'hui de nous vendre des smartphones, des ordinateurs et même des voitures, alors qu'on était au même niveau de développement, de sous-développement dans les années 60. Donc aujourd'hui, cet éveil est en train de faire battre le cœur de Paris et je pense, et ça c'est mon avis personnel, si d'ici cette fin d'année du côté de l'Afrique centrale, il y a ces changements, ben ça va être très 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 chaud au niveau de la France et surtout au niveau de son économie. Je vais m'arrêter ici. J'espère qu'on va en parler encore parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Afrique Média. Bye. Merci à vous, Monsieur Peters, de nous avoir appelé ce matin pour justement apporter votre contribution à cette thématique qui porte sur la perte d'influence de la France sur le continent africain. Plusieurs études menées donc par des instituts le démontrent donc à suffisance. Il est clair que ce soit sur le plan politique, le langage de la France ne passe plus. Idem sur le plan économique où la France se sent véritablement menacée par d'autres grandes puissances économiques. On parle par exemple de la Chine, de la Turquie et bien évidemment d'autres pays justement qui ont saisi l'opportunité lorsqu'elle s'est offerte au niveau de l'éveil du continent africain pour apporter justement leur soutien et pourquoi pas cheminer avec le continent africain. Mais lorsqu'on parle quand même de l'aspect économique, la présence française sur notamment sur le plan économique, on sait, parce que c'est encore cela, qu'il y a quand même certains fleurons de l'économie française qui ont toujours pignon sur rue dans le continent. Je pense par exemple, sans toutefois faire de publicité, aux sociétés de téléphonie mobile, la société Orange, qui est présente un peu partout dans les anciennes colonies françaises. Sur le plan du pétrole également, notamment les pompes à essence, on a un autre fleuron de l'économie française. Au niveau aérien, la France est encore là, qui dessert dans pratiquement tous les pays africains. Au niveau également de la gestion financière en termes de banque, la France est toujours présente. Oui, mais ça découle justement de cette cage dans laquelle la France nous a complètement embastillés, au point où on ne peut plus. Nos économies, et sûrement le terme, ne sont plus compétitifs sur le plan mondial. À partir du moment où nous sommes adossés sur une monnaie qui n'existe pas, c'est une monnaie de singe, le franc CFA, on est dans l'incapacité nous-mêmes d'avoir de véritables programmes économiques sans nous référer à la volonté de Paris, qui de temps en temps nous sous-traite au niveau de la Banque mondiale et du FMI. Les autres ont eu la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'ils ont eu plus ou moins les coups de franche pour pouvoir avancer.
l'une des compagnies les plus en vogue dans le monde, c'est par exemple Singapore Airlines. Mais Singapour, c'est tout un petit pays comparé à l'Afrique, mais qui, sous le coup des décisions hardies dans ce monde dominé par le capitalisme, ont pu, n'est-ce pas, se frayer un petit chemin et avoir une économie compétitive sur ce point-là. L'histoire des compagnies aériennes dont vous avez tout à l'heure évoqué, cette histoire à elle tout seule, vous ne pouvez pas vous imaginer si on fait de véritables calculs par rapport à ce que l'Afrique perd en termes de manque à gagner, parce que sur le ciel africain, surtout dans le précaré français, il n'y a pas une véritable compagnie aérienne. Bon, ils ont tué Air Afrique, on sait très bien comment ça s'est passé entre Cheikh Fall et tous les barbouzeries qui sont passés au niveau de Air Afrique. Toutes les autres compagnies sous-régionales, de toutes les autres compagnies sous-régionales sur le précaré français, c'est Cameroun Airlines qui était une compagnie quand même qui faisait la fierté non seulement du Cameroun, mais même des Africains. Elle aussi, à cause des politiques mauvaises, mais surtout à cause d'une certaine élite politique qui, elle, n'est rien d'autre qu'en réalité de véritables contremaîtres, n'est-ce pas, des intérêts français sur notre continent, ont tout fait pour tuer cette compagnie. Mais je vous dis, l'exploitation du sol africain, ne serait-ce que dans la zone francophone, c'est une mine d'or, princesse Dinda. C'est une mine d'or. Mais c'est pour cela qu'à la limite, on en a encore accepté des compagnies mineures. Toutes les autres compagnies que vous voyez sur l'espace francophone sont des compagnies mineures par rapport à Air France, qui règnent pratiquement en maître sur cet espace-là. Mais je vous dis, c'est beaucoup d'argent. Avec une compagnie africaine bien gérée, n'est-ce pas, même sous-régionale, je peux vous dire, elle peut permettre de financer beaucoup de choses. Vous savez, dans le transport aérien, les gens ne savent pas beaucoup, ce n'est pas forcément le transport de passagers qui rapporte de l'argent. Il y a en réalité, en termes d'échelle, le premier item qui rapporte beaucoup plus d'argent, c'est la maintenance, n'est-ce pas, des avions. Le Cameroun commençait à avoir une expérience dans ce domaine-là. On était capable de faire des révisions qui dépassaient pratiquement tout un avion et qui le remettaient en place. On a perdu tout cela. Le second niveau, c'est le fret. Ceux qui savaient à un moment donné ce que le Cameroun faisait en termes de fret aérien, ce que cela pourrait produire. Je crois que ceux qui sont au niveau des régions en France, de cet aéroport-là, de ce marché, voyaient quand la flotte camerounaise débarquait. Et enfin, il y a celui des passagers. Donc, nous pouvons même tisser des relations interafricaines, par exemple avec Ethiopian Airlines. Si on donne seulement à un pays comme le Cameroun la maintenance d'une partie de la flotte d'Ethiopian Airlines, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors au niveau de la formation, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de niveau. Non, on a des hommes de qualité. Donc quand je parle d'organisation au niveau de l'Afrique, je vous dis c'est une armée face à une autre armée. Si on continue d'être dans les vocations théoriques de ce que nous voulons être, sans avoir de véritables groupes organisés, secteur par secteur, qui sont coordonnés par une grosse organisation politique pour demander qu'on s'affranchisse de la tutelle française tout de suite et maintenant, j'ai bien peur qu'on va continuer de bavarder. Et c'est pour cela que, quand M. Mensah a appelé tout à l'heure du Ghana, j'ai eu chaud au cœur, je vous ai parlé de Wungi Masaga, parce que quand vous disiez par exemple l'exposé d'un grand homme comme Kwame Nkrumah, vous voyez comment votre cerveau c'est clair. Et vous vous rendez compte que là où nous sommes paresseux, pas paresseux, là où nous faisons défaut qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'incapacité d'avoir des organisations qui vont se créer des passerelles et qui vont se dire, prenons le cas du transport aérien tout à l'heure, mais sur ce plan-là, prenons nos experts qui nous produisent une réflexion et qu'on la soumette au chef d'État en disant, oui, nous sommes en capacité de bâtir une véritable compagnie aérienne africaine qui va desservir l'Afrique, mais surtout qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'engranger beaucoup de bénéfices. La France a le beau rôle. Pourquoi aujourd'hui au niveau de l'Afrique? Parce que pendant toute cette période, n'est-ce pas, de ténèbres, de pratiquement avant les années 60 jusqu'au pratiquement aujourd'hui, quand vous regardez nos pays africains, les difficultés que nous avons, les points noirs que nous avons, ce qui ne nous permet pas d'avancer, ce sont des éléments qui sont, j'allais dire, conjoncturels. Non, qui sont structurels autant pour moi, et non conjoncturels. Vous les retrouvez au Sénégal,
par exemple, je prends le cas de notre déficit sur le plan des infrastructures, vous allez le trouver au Sénégal, vous allez le trouver en Côte d'Ivoire, vous allez le trouver au Congo, au Gabon, au Cameroun, un peu partout. Vous allez trouver le même schéma, pratiquement le même schéma. Alors, on peut bien se poser la question, à quoi nous a servi cette collaboration avec le franc CFA? On n'a pas de route, on n'a pas de d'hôpitaux, on n'a rien dans ce domaine-là. C'est-à-dire quand on parle, par exemple, de la libre circulation des hommes et des biens dans un espace comme l'Afrique francophone, ça nous fait pleurer. Vous voyez bien que c'est pratiquement inexistant. C'est avec les nouvelles coopérations, surtout chinoises, qu'on commence à voir, n'est-ce pas, des pays qui peuvent être reliés par une route acceptable. Mais sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc c'est dans ce marigot-là, que la France, comment dire ça, évolue comme une chasse gardée, en terrain conquis, et ne permettait pas justement à nos élites d'avoir une autre vision. Les nouvelles élites qui arrivent, qui n'ont pas tous été formatées par Paris, les nouveaux intellectuels qui arrivent, qui n'ont pas tous été formatés par Paris, ont une autre vision. L'Afrique même sur le plan même de la culture générale, du citoyen lambda, n'est-ce pas, qui a souvent, comme M. Koné Mamadou le disait, le président du Conseil constitutionnel ivoirien, qu'il y a des gens qui parlent de la Constitution alors qu'ils n'ont pour ce diplôme que leur acte de naissance. Oui, on accepte. Nous n'avons que notre acte de naissance. Mais vous savez très bien que pour participer au vote qui va vous permettre, vous, de pouvoir légiférer en tant que président du Conseil constitutionnel, on a besoin de ceux qui n'ont pour ce diplôme que leur acte de naissance. Vous voyez, avec cette condescendance, cette élite france-africaine traite, n'est-ce pas, comme du papier hygiénique après usage, n'est-ce pas, leurs concitoyens sur lesquels ils doivent s'appuyer justement pour projeter le pays vers la voie de développement. C'est ça la mentalité france-africaine qui empêche aujourd'hui à notre espace de pouvoir se développer. C'est pour cela que chaque fois, et de manière mécanique, que s'est trouvé un leader, un groupe de personnes qui a décidé de combattre, n'est-ce pas, cette condescendance, ce comportement esclavagiste de la France en Afrique, de manière, j'allais dire, tout à fait spontanée, nous avons tendance de les soutenir. Et nous les soutenons en espérant que d'autres gens vont les prendre comme exemple, là où cette révolte n'existe pas encore sur le sol africain, pour pouvoir construire cette masse critique dont nous avons besoin, qui va nous permettre de créer enfin de véritables organisations éminemment panafricaines pour aller au combat qu'il faut pour que nous aussi, chez nous, quand nos jeunes qui sont en Australie, qui viennent en vacances, chez nous au Cameroun, un peu partout en Afrique, en passant par l'Asie du Sud-Est, n'aient pas l'impression qu'ils plongent dans les ténèbres, alors que nous avons les moyens de le faire. Princesse Linda, nous avons les moyens de le faire. Ces moyens ne sont pas seulement ce qu'il y a notre sous-sol, mais ces moyens sont aussi humains. Nous avons de la qualité humainement parlant. Tous ceux qui interviennent, je prends à Peter, qui interviennent depuis l'Écosse, et d'autres qui nous font souvent l'honneur d'animer nos plateaux à partir de l'étranger. C'est une diaspora valable. C'est une diaspora qui a su voler le feu. Elle ne demande qu'à trouver un espace où ils pourront venir avec ce feu-là, pour nous donner la chaleur qu'il faut pour que les villages, je peux parler comme ça de manière prosaïque, puissent vivre correctement. Mais vous allez voir qu'il y a des blocages partout. Je vous ai dit, dans ce rapport de la France, surtout ce rapport sénatorial, il s'intitule « L'Afrique est notre avenir ». Quand un pays tiers comme la France pond un rapport naturel avec ce titre-là, ça veut dire, en jargon, manette terre à terre, que ce pays-là vous a déclaré la guerre. Donc la France déclare la guerre aux générations futures africaines. Il faut qu'elles le comprennent. Et c'est pour cela que, pour revenir au niveau de la Centrafrique, même si ce n'est pas le sujet, mais qui est un cas d'école que nous allons vivre bientôt là, il est vraiment, j'allais dire, du point de vue du raisonnement, du point de vue de l'objectivité, incompréhensible de voir les gens qui vont apporter leur soutien par des candidats dont tout le monde sait qu'ils ont reçu l'onction de Paris. On n'a pas envie de citer ce nom-là, mais tout le monde sait qui a reçu l'onction de Paris, tout simplement parce que le président Faustin Archange Touadéra a décidé de regarder ailleurs, pour le bonheur de son peuple et de son pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que, justement, nous avons ces scènes-là. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les scènes des autres candidats de l'opposition qui sont en train de se mouvoir dans toute la Centrafrique en faisant campagne en toute quiétude, ayant cette même sécurité, peut-être même plus renforcée que celle du président Touadéra. Et
tenons des discours qui puissent tenir jusqu'à aller même, souvent de manière violente, à apporter des critiques vis-à-vis du président Touadéra. C'est ça l'apprentissage de la démocratie. Mais, une fois de plus, cet apprentissage de la démocratie ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes dans des États où des entrepreneurs politiques, ou des leaders politiques, ou des groupes politiques, n'est-ce pas, des organisations politiques, vont enfin nous faire prendre la voie de développement, n'est-ce pas, la voie de progrès, et la voie, n'est-ce pas, d'une amélioration des conditions de vie de nos populations, qui n'ont que trop souffert dans cette misère endémique, alors qu'ils sont complètement assis sur des plateaux en or et en diamant. C'est inacceptable que nous continuons à vivre ce que nous vivons si nos élites ne peuvent pas comprendre que le peuple a assez souffert et a besoin de liberté. Un peuple qui a donc besoin de liberté, une Afrique qui a besoin de se libérer effectivement de l'emprise de ce mauvais partenaire qu'est la France. Telle était bien sûr, du moins la quintessence de notre édition Ligne Rouge de ce matin, avec bien évidemment la France en perte d'influence sur le continent africain. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette Afrique a notamment surpris par la vitesse de sa croissance et notamment de ses exportations. La Chine est allée plus vite que la croissance africaine, mais elle a ainsi consolidé des parts de marché très fortes des pays notamment comme le Brésil, la Turquie, la Corée, la Malaisie, le Vietnam en ont profité. C'est sûr au détriment bien sûr de la France. Rappelons déjà qu'en 1995, la France avait une part de marché qui s'estimait à 15% pour ses importations en Afrique. Ce chiffre est considérablement chuté, parti de 15% au 5%, et dans le même temps, entre 1995 et bien sûr 2015, la Chine, quant à elle, est passée de 1% à 15% au niveau des échanges avec l'Afrique, ravisant ainsi la première place qu'occupait la France jusque-là. Oui, mais évidemment, mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue. C'est aussi l'idéologie capitaliste, n'est-ce pas, qui a voulu qu'au niveau des pays dits développés, avec l'ouverture des frontières et la mondialisation, avec cette OMC, Organisation mondiale du commerce, qui était comme une impératrice de libre-échangisme, qu'on en arrive à des incongruités, par exemple, même en Occident. Oui. Les délocalisations, par exemple. Des entreprises qui avaient un savoir-faire certain. Les gens préféraient aller en Asie du Sud-Est où la main-d'œuvre était bas marché, le coût de production était extrêmement bas pour que les patrons continuent de se remplir les poches. Conséquence, nous n'avions pu, avec les maigres moyens que nous restaient, puisque nous étions sous le plan d'ajustement structurel, continuer de passer des commandes au niveau de ce qu'ils appellent l'Hexagone. On s'est tourné vers les partenaires qui nous offraient, n'est-ce pas, ces mêmes prestations, mais à des prix extrêmement réduits. Et on s'est rendu compte que non, au-delà des frais qu'on pouvait importer, on pouvait commercer avec ces pays-là, mais nous pouvons même dépasser, n'est-ce pas, ce niveau-là, et aller vers des acquisitions de connaissances, mais surtout vers l'acquisition de certains know-how qui nous manquaient avec les relations que nous avons avec Paris. Et je pense que de plus en plus, c'est dans cette direction que les pays africains vont essayer d'aller. Mais en même temps, nous le disons avec force, il nous faut des organisations et des structures endogènes africaines capables de produire eux-mêmes localement. Nous avons des écoles d'ingénieurs, plein d'ingénieurs et de médecins, de tout ce que vous voulez de qualité, de produire eux-mêmes ces structures-là qui vont produire localement en Afrique avec une vision africaine, tenant compte de l'environnement africain, pour que nous soyons de moins en moins dépendants de l'apport extérieur dans nos projets de développement. Je sors par là. J'ai vu un grand débat, par exemple, sur la question du vaccin. Oui, mais qu'est-ce qui coûte au peuple africain? C'est quand même surréaliste d'avoir leurs propres unités, leurs propres laboratoires, qui vont aujourd'hui, si, prendre des vaccins, mais les valider ou bien les invalider. Il faut qu'on en soit capable, au moins ça dans un premier temps. Il y a peut-être qui travaille. D'accord, on m'a dit que l'Ouganda apparemment travaille aussi sur cette question. Voilà. Et puis très rapidement passer vers la production de nos propres vaccins. Parce que vous voyez, dans cette affaire de Covid là, vous voyez la guerre au niveau des vaccins qui se passe entre l'Occident et les autres. La Chine va avoir son propre vaccin. La Russie a déjà son propre vaccin. Et il y a des joint ventures qui veulent se faire entre la Russie et notre pays pour... Mais nous, en Afrique, on aura beau dire, oui, mais on ne veut pas la vaccination, on ne veut pas la vaccination. Si nous sommes incapables de produire nous-mêmes quelque chose qui sera, comment dire ça, homologué sur le plan international en disant aux gens que non, nous on ne veut pas de votre vaccin, nous avons fait notre propre vaccin avec
tout ce qu'on a comme richesse sur le plan, j'allais dire j'allais dire la pharmacopée traditionnelle, etc., etc. Et ce vaccin, nous avons pu extraire des principes actifs de notre pharmacopée traditionnelle. Maintenant, voici notre vaccin qui est valable en Afrique. Sinon, ce qui va se passer, princesse Dinda, c'est qu'on ne pourrait plus prendre un avion. Je vous en rappelle déjà que les compagnies aériennes, pas de 92% sur le plan, ce que les majors ont déjà signé une charte qui exige que pour prendre leur avion, il faudra dorénavant avoir ce vaccin contre le Covid-19. Ce sont les politiques des pays qui bloquent encore, qui n'ont pas encore totalement validé le concept. Donc vous voyez, les Happy Few, nos élites, ils auront ce vaccin. Ils ont la possibilité de voyager, de monter, de descendre. Vous qui, pour aller à Dubaï, pour aller en Turquie, faire quelques petites affaires pour monter quelque chose localement ici, vous serez incapable d'avoir ce vaccin. Ou à défaut, obligé de prendre le vaccin d'autrui que nous combattons et dont nous ne maîtrisons pas les composantes. D'où la nécessité pour les pays africains eux-mêmes d'avoir des instituts, n'est-ce pas, sur le plan scientifique, qui seront capables d'homologuer tel ou tel vaccin, mais surtout d'aller très rapidement vers la capacité de produire eux-mêmes un propre vaccin contre le Covid-19. Merci à vous, Bastien Parfait-D'Homme. Merci à tous nos télé. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique a toujours occupé une place importante dans la politique extérieure française. Considéré comme un instrument de puissance, le continent africain a toujours contribué au rayonnement international de la France. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.